et merci pour avoir sélectionné mon intervention. Donc je vais essayer de présenter en fait plus un parcours que des objets en détail. Parce qu'effectivement, je trouve qu'actuellement, il y a une modification dans les dernières années qui mérite donc d'être notée. Donc moi, j'ai été formée à l'architecture moderne militante et en particulier, on m'a bien expliqué que les éléments techniques intervenaient dans la programmation architecturale. Donc là, par exemple, dans la maison des syndicats, c'est la lumière pour en fait montrer aux travailleurs syndiqués que l'architecture moderne pouvait apporter un confort supérieur aux casernes à loyer qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Donc ça a été effectivement mon parcours un peu d'origine. Là, une autre planche du même bâtiment. Et évidemment, il y avait aussi les poncifs modernes du espace servi, espace servant, manifestation des éléments techniques dans l'architecture du XXe siècle. Donc, on ne peut pas ignorer ces aspects dans l'histoire, même si effectivement, ce n'est pas forcément étudié de manière... ça n'a longtemps pas été étudié de manière sérieuse. Voilà. Du coup, moi j'ai fait donc, comme disait ma collègue, donc un doctorat sur l'histoire du chauffage en France, dans les bâtiments en France sur la longue durée. Et à l'époque, je n'imaginais absolument pas que finalement mes investigations historiques serviraient la restauration. D'autant plus que finalement, les cas de bâtiments sur lesquels j'avais croisé dans mes études, en particulier le Palais de la Bourse et l'hôpital de la Riboisière, il n'y avait plus aucune trace archéologique des interventions des siècles passés, compte tenu de la pression foncière considérable qu'il y a dans la région parisienne et du caractère extrêmement fonctionnel de ces bâtiments. Donc, il y avait une espèce de dichotomie, en quelque sorte, entre mon intérêt pour l'architecture du XXe siècle et même des siècles précédents, et mon investissement à Docomomo pendant quelques années, et d'autre côté, mes études historiques qui étaient quand même plus consacrées à des inventeurs, à des inventions, mais finalement, il n'y avait pas tellement de lien. Bon. C'est en fait Daniel Bernstein qui, la première fois, m'a laissé entrevoir le fait qu'il pourrait y avoir des applications, en particulier sur la Maison du Peuple de Clichy. Donc Daniel Bernstein qui enseignait la construction à Belleville et qui faisait aussi partie de Docomomo. Voilà. Moi, j'ai réellement eu un déclic déclencheur, où j'ai vraiment vu que là, on était en train de rejoindre les morceaux, lors d'une visite organisée par Docomomo Technologies en 2005, je crois, 2003, à Viipuri, donc Viborg maintenant, en Carélie, donc un bâtiment de Aalto, tout à fait intéressant, présenté dans le livre de la nouvelle architecture d'Alfred Roth, et donc que je connaissais par ce livre, mais que je ne connaissais pas évidemment dans la réalité. Donc je découvre ce bâtiment qui est donc éclairé pour les salles de lecture par de grosses lentilles de verre. Et donc, on va regarder ça. Et là où je ressens un déclic, c'est que donc, moi j'avais lu la partie technique du bouquin d'Alfred Roth, et je savais qu'il y avait du chauffage dans la double épaisseur du toit. Et du coup, ça m'a permis de prendre conscience que là, il y avait une coïncidence entre les aspects techniques, mais aussi les aspects sensuels et perceptifs de l'architecture. Puisque donc, Aalto est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la qualité de la relation sensuelle dans beaucoup de bâtiments, mais donc là, il y avait cette espèce de coïncidence entre la lumière qui venait du plafond et la chaleur qui venait du plafond, sachant qu'évidemment, ça servait aussi à résoudre toutes sortes de problèmes de condensation. Et aussi éviter peut-être les amoncellements de neige sur les parties vitrées. Bon. En tout cas, grâce à cette expérience, j'ai pris conscience qu'on pouvait
qu'il fallait vraiment mettre un peu en cohérence mes travaux théoriques et les aspects conservation. Bon, sachant que, donc, du coup, j'ai fait un papier pour Docomomo donc, qui parle de tout ce phénomène. Bon, je reviens aussi sur l'histoire du bâtiment, etc. Mais bon, je ne vais pas m'apesantir, mais en tout cas, c'est un déclic où on s'aperçoit que finalement, les choses ne sont pas, les applications techniques ne sont pas simplement un plus, mais ça représente vraiment une qualité architecturale dans toute sa complexité et donc du coup aussi dans son rapport au corps et aux sensations. Alors, autre expérience documentaire, le cas de la Maison de Verre, où là je croise en fait un entrepreneur, dont je vais essayer de retrouver le nom, qui a fait le nettoyage après le travail de mise au plan, de tracer des plans de Bernard Bochet et qui va réaliser en fait une exploration du système de conduit d'air chaud qui est en fait le système de chauffage de cette maison, et du coup va aussi au passage évacuer 180 kg de saleté, on en parlait hier, et du coup on voit, donc on a la géométrie extrêmement claire et simple de ces espaces intérieurs, et à côté de ça on a une espèce d'usine d'air au sous-sol qui filtre, qui dispense dans toutes sortes de zones du bâtiment de l'air chaud ou éventuellement rafraîchi l'été éventuellement, et du coup à partir d'une chaudière au mazout, et on voit ici les flux, où c'est filtré, etc. Et je m'étais interrogée sur pourquoi il y avait autant de décalage de niveau au rez-de-chaussée. C'est simplement parce qu'il faut passer beaucoup de conduits au rez-de-chaussée. Après, ça s'arrange, mais donc voilà. Pour donner une idée, donc il y a eu les plans donc de Inigo Fernandez de Castro, qui fait donc un relevé très précis des gaines en montrant par où passe tout ça, et sachant que tout ce qui est tuyauterie passe le long des murs mitoyens. Donc il y a une espèce de clarté architecturale qui est permise grâce à toute cette intendance derrière. Voilà. Donc, on voit quand même de temps en temps des conduits. Donc là, on voit une grille au sol. Et ici, il y a une grande grille aussi qui permet l'arrivée d'air chaud. Donc, et c'est traité finalement comme un théâtre. Pour vous donner une idée, c'est comme ça qu'on chauffe la plupart des théâtres de la fin du 19e siècle. Mais là, il y a un ventilateur électrique, contrairement au système antérieur. Donc, en tout cas, là, on a clairement un système complexe et moderne, puisque donc le combustible est le fuel. C'est le combustible moderne des années 30. Et donc, voilà comment finalement un autre exemple arrive à ma connaissance. Ensuite, je croise, peut-être déjà grâce à Jean-Paul Milan, qui sait, Maurice Culot, qui m'interroge pour essayer de dire des choses sur cet objet qu'il trouve à l'occasion de la restauration de l'hôtel de Vignacourt, qu'il a réalisé donc en 2010. Et bon, je suis pas tout à fait. Je pense que c'est la partie d'un calorifère à air. La partie métallique, sachant qu'il y a une enceinte maçonnée autour. Et elle ne va certainement pas chauffer l'intégralité du bâtiment, vu sa taille. Et je pense que c'est une de Dietrich, mais je n'ai pas de certitude. Donc là, c'était quelque chose d'un peu, comment dire, des échanges entre professionnels de bonne aloi, voilà. Alors la vraie expérience où on est vraiment rentré dans le vif du sujet, c'est donc l'expérience d'expertise avec Vanessa Fernandez sur la cité de refuge, où on nous a demandé en fait de regarder les problèmes thermiques. Donc Vanessa versus fenêtre et moi versus chauffage et plomberie. Donc du coup, là
on est passé à une vraie investigation avec des buts concrets dans la réalité, avec un aller-retour entre l'objet tel qu'il est aujourd'hui et les archives. Et ça permet donc ça permet de poser un problème qui est un des problèmes centraux par rapport à mes affaires, c'est qu'on change beaucoup plus souvent de système de chauffage que de tout autre type de plomberie d'ailleurs, que même de façade. Donc du coup, par exemple, même au 19e siècle, on changeait les systèmes tous les 25-30 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on fait de l'architecture parasismique, on s'interroge sur l'intérêt de mettre des lyres de déformation à droite et à gauche, puisque de toute manière, on refait les installations tous les 25 ans et que les chances d'avoir des tremblements de terre tous les 25 ans sont quasiment nulles. Du coup, ben voilà, on arrive dans un bâtiment, vous voyez des photos, avec des installations. Et donc la question est, qu'est-ce qui pourrait être, par le plus grand des hasards, qu'est-ce qui pourrait être encore d'origine? Donc, eh bien, dans mon domaine, absolument rien. Mais bon, il faut quand même se promener, voir tout. Enfin, si, on a retrouvé les trous. C'est pas si mal, hein, on retrouve les trémies. Mais du coup, tout ce qui était plomberie contemporaine de la période où nous l'avons visité, c'était ce genre de poésie du tuyau mollasson qui se balade dans des endroits improbables et sur des façades qui évidemment n'existaient pas à l'origine puisqu'elles étaient situées 50 cm plus loin. Bon. Alors, donc, on a quand même retrouvé des plans aux archives de l'Armée du Salut, non datés d'ailleurs, de la transformation des installations. Et puis, donc, autre type de traces archéologiques. Donc, ça, c'est un des conduits de fumée. Ça, c'est un aérotherme, peut-être d'époque, peut-être pas. Et puis, donc, il n'y avait absolument plus rien des chaudières non plus. Et l'espace avait été utilisé pour poser une sous-station de la CPCU, ce qui, d'ailleurs, fonctionne toujours. Voilà, alors en fait, dans le cas du bâtiment de Corbusier, on avait un cas un peu particulier, c'est que le bâtiment était terminé quasiment quand ils ont commencé à faire l'appel d'offres des entreprises de chauffage. Donc du coup, il y avait des espaces réservés et une espèce de clarté, disons, fonctionnelle en ce qui concerne les équipements. Donc par exemple, les cheminées... les deux cheminées qui coïncident avec les escaliers ici, et puis donc les sorties des deux cheminées en toiture et la partie en cave avec la chaudière. Donc là, un système finalement très clair en coupe, et donc des gaines qui sont réparties différemment dans le bâtiment, qui avaient été finalement prépositionnés et prédimensionnés pour faire circuler après différents fluides, ce qui était finalement un peu laissé ouvert. Et il y avait aussi donc les trémies des cheminées, et puis on voit les trémies des gaines, de certaines gaines. Donc, faisant les allers-retours aux archives, on a trouvé toutes sortes d'informations. Puis il y avait le livre aussi de Taylor, qui avait quand même un peu déblayé le terrain. Et donc ça a permis de trouver l'entreprise, de trouver les systèmes. Alors il y a une cohabitation, un système de circulation de vapeur, et puis il y a donc de l'air chaud pour les parties populaires et des radiateurs pour les parties moins populaires. Voilà, donc la chaufferie au sous-sol, et donc les traces. Alors donc, puisqu'on on a fini par avoir les plans en les demandant plusieurs fois, donc des entreprises s'entend, on a pu essayer de trouver si finalement ça avait quand même été réalisé, puisque ça n'existait plus, mais est-ce que ça avait vraiment été réalisé comme... Donc on a chassé les trémies et les traces de trémies des installations d'origine, donc enfin ce qui était sur les plans. Donc c'est comme ça qu'en fait on a trouvé des traces de ce type, puisqu'il y a des parties où ça se passe en dessous, des endroits où ça se passe sur donc voilà, là les gaines rebouchées, et puis là des gaines verticales qui coïncident avec les trames de circulation. Donc ça a permis petit à petit de clarifier un peu la situation et de pouvoir montrer comment les aérothermes étaient positionnés dans les espaces. On les retrouve voilà, comme ça.
ici. Et donc, étage par étage, il a été possible d'analyser le fonctionnement avec les circulations d'air et les aérothermes, etc. Avec une espèce de fonctionnement finalement assez rigoureux et avec donc des bouches d'air de chaque côté des dortoirs. Enfin, voilà, alors le vestibule de tirage, ça se passe par en dessous. Au deuxième étage, alors dès qu'on commence à avoir des chambres et des espaces séparés, on va avoir l'utilisation du faux plafond comme système de circulation d'air, avec donc un système de mise en surpression. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est encore par là que vont être finalement installées les circulations de fluide. Donc finalement, il y a quand même une reprise de la logique du système. Voilà, alors on chasse les grilles, on chasse les faux plafonds. On essaye d'analyser comment fonctionne tout ça thermiquement. Là, c'est un petit dessin de Vanessa, enfin 2 petits dessins de Vanessa. Et puis, on voit donc les grilles qui permettaient l'évacuation. Alors là, c'est là qu'on voit effectivement les dysfonctionnements, la matérialisation des dysfonctionnements, en particulier en thermique d'été et en particulier dans la partie crèche, qui n'était pas prévue au 5e, mais plutôt dans les niveaux inférieurs à l'origine. Et puis, voilà, donc, alors évidemment, aujourd'hui, le bâtiment a été donc, remis à d'autres fonctions, enfin des fonctions sociales, mais un peu différentes. Et les espaces, évidemment, n'ont pas été, évidemment, on n'a pas restauré les systèmes tels qu'ils étaient, mais par contre, il y a disons, une connaissance claire du coup du fonctionnement et également de la possibilité de récupérer toutes ces circulations, toutes ces gaines qui peuvent être utilisées soit pour faire passer des ascenseurs et des équipements techniques auxquels on a recours aujourd'hui. Et évidemment, on n'a plus de tuyauterie qui se balade de manière, disons, bizarroïde de part et d'autre. Alors, parmi les autres aventures qui ont continué un peu avec les mêmes, puisque donc toujours avec François Chatillon, il m'a sollicité pour explorer la piscine des Amiraux, donc située donc, faite à l'intérieur du logement social de Sauvage. C'est un peu dans la même période et c'est aussi un peu la même situation puisque finalement le logement préexiste et la piscine est décidée a posteriori avec un crédit qui vient d'un emprunt d'État et à ce moment-là on choisit cette piscine-là, enfin cet espace-là parce que quelque part il y a de l'énergie grise déjà, on n'a pas besoin de construire des façades. Et du coup, ça fait une économie. Donc, on choisit de commencer par cette piscine parmi les autres. Donc, vous connaissez les images d'époque, mais ce qui est intéressant dans cette investigation, bon, moi, j'avais jamais travaillé sur les piscines, donc c'était un peu... puis alors, moi qui suis claustrophobe, le 4e sous-sol sous le bassin, je dois dire, c'était une expérience un peu particulière, d'autant que l'odeur de chlore était quelque chose d'absolument intense, et malgré le temps qui passe, et les heures, c'est toujours aussi intense. Bref, du coup, mais bon, on découvre le bâtiment petit à petit, et puis on découvre aussi les archives. Donc là, en l'occurrence, il y avait un fonds, entre l'IFA et les revues spécialisées, etc. On arrive à trouver plein de choses. Et là, par exemple, donc, j'arrive à trouver et des plans et des indications sur l'équipement matériel, voilà, en termes de chaufferie et en termes de plomberie également, puisqu'il faut chauffer toute cette eau, d'autant qu'à l'époque, on ne traite pas l'eau comme aujourd'hui, on la jette toutes les semaines, donc du coup, il faut chauffer beaucoup plus, forcément, que dans nos piscines actuelles. Alors en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est chauffé, pour la partie chauffage, c'est chauffé avec de l'air chaud. Et on met l'air chaud sous pression sous le bassin. Et ensuite, on le fait circuler à travers des trémies sous les banquettes du bassin, des plages. Et donc c'est le chauffage qui se prépare sous le bassin et qui, en fait, chauffe l'ensemble, on va voir, du bâtiment. On a aussi des installations qui sont situées dans le lanterneau de manière à éviter la condensation. Donc là, on voit les systèmes
Voilà, alors en fait, c'est un bâtiment qu'on pourrait analyser entièrement comme une sorte de réseau qui se croise. Il y a les réseaux des personnes qui rentrent, les personnes qui sortent, le linge propre, le linge sale, etc., le personnel, et également les fluides. Donc en l'occurrence, par exemple, le charbon qui vient du rez-de-chaussée par derrière et qui descend jusque donc avec des petites charrettes jusqu'à la chaufferie. Ensuite, les escarbilles sont stockés dans la cave en dessous et ça remonte aussi périodiquement. Ensuite, on a l'air frais qui est pris en courant glaise latéralement et qui ensuite donc passe sous le bassin est réchauffé et passe donc dans l'ensemble. Et on a toutes sortes d'épaisseurs qui servent à faire circuler cet air, mais qui servent aussi à faire des isolations phoniques et thermiques entre les différentes parties du bâtiment. Et donc c'est en même temps assez sophistiqué finalement, mais en même temps c'est très simple, c'est des accroches, c'est des éléments standards qu'on trouve dans n'importe quel catalogue de l'époque. Donc c'est intéressant de voir comment finalement on fait des choses un peu originales, mais avec des choses qui servent à chauffer les appartements ou les bureaux de l'époque. Cet aspect, quand j'ai réalisé ce travail, c'était très intéressant par rapport à l'équipe technique des ingénieurs, en particulier les ingénieurs de fluide, qui étaient extrêmement intéressés par les trous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les architectes, on leur fournit des relevés, hein, mais en fait, on relève des masses et des vides. Mais une masse, ça peut être un poteau, ça peut être une gaine, etc. Et donc, savoir quels sont les trous et où ils vont. Et du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et ça, c'est fantastique parce que du coup, ils m'adoraient. Hein. Parce que alors là, vraiment, je pouvais leur dire, bah voilà, ça va de là à là, ça a telle dimension, etc. Et donc, ça permet de faire passer plein de choses. Et donc là, je sentais vraiment aussi que mon travail avait évidemment une vocation scientifique et de communication pour mes camarades, mais aussi pratico-pratique pour les équipes techniques qui travaillaient sur l'actualité du bâtiment, qui est d'ailleurs en cours de travaux en ce moment. Et question que je le visite bientôt, le chantier. Donc là, après, on avait refait une petite, dans le cadre de nos recherches avec Ignis, on avait fait une petite mise en scène un peu plus chic que la version manuelle précédente. Voilà, et alors, autre aventure avec la même équipe, et donc là, un bâtiment de l'après-guerre, toujours une façade rideau, et du coup, là, par contre, une climatisation, contrairement effectivement au bâtiment de la cité du refuge, qui avait simplement du chauffage et une ventilation. Donc là, il a fallu aussi aller sur le terrain très vite parce qu'en plus il y avait du désamiantage, donc on a eu presque un mois pour découvrir le bâtiment, qui avait déjà par contre été pas mal étudié par l'équipe Gatier auparavant, dont une de mes étudiantes, donc on avait eu aussi accès aux informations. Et voilà comment en fait on découvre le lieu, donc c'est vraiment un peu un bâtiment vidé, quoi. Donc, et là, donc, on voit bien l'équipement technique en rive de façade et qui permettait le chauffage et la climatisation avec des techniques de réglage qui fonctionnaient assez mal selon toutes sortes de sources. Donc, et ça, c'est aussi la période de démontage. Donc, vous voyez un peu En même temps, c'est bien, on voit les étiquettes, ça permet d'identifier les objets, mais c'est pas très glamour et on se dit, ouh là là, la conservation, ça va être compliqué là. Bon, on n'était pas en monument historique, mais quand même, voilà. Donc on prend des photos, on regarde. Et donc voilà, donc avec cette première approche, mais en fait, on retrouve les catalogues Carrier, donc on retrouve les éléments. Et donc Carrier, c'est le conditionnement à l'américaine depuis les origines. Donc aujourd'hui, les Américains ont une société qui s'occupe de refabriquer des objets qui sont plus petits et qui sont plus performants, qui permettent de rentrer dans les boîtiers existants. Mais évidemment, ça ne fonctionnerait pas dans la législation française. Vous allez voir pourquoi. Et puis bon, c'est normal, on fait des choses, voilà. Parce qu'effectivement, ça, vous voyez, en fait, toute la circulation de l'air se faisait à l'étage en dessous. Alors évidemment, l'étage en dessous, les pompiers n'aiment pas beaucoup. Hein.
Donc là, donc, on avait ces systèmes d'aérotherme avec donc l'air qui passait ici. Alors après, donc effectivement, on a réussi à accéder grâce à Anne-Charlotte Depont, qui a rejoint l'équipe, nièce de Paul Depont, qui avait accès aux archives de son oncle. Et du coup, on a pu compléter notre documentation de manière considérable. Hein. Je ne sais plus, on a 3200 plans, un truc comme ça. Enfin, on a arrêté de compter un moment. Bon. Enfin, en tout cas, on a trouvé tout ce qui nous amusait. Donc là, on a des schémas, on a toutes sortes de choses. Et puis donc après, le problème effectivement se pose de que réinstaller après. Donc je dois avoir... Est-ce que j'ai des... Ah ben non, j'ai oublié une diapo. Mais enfin bon, ils ont remis en place les boîtiers, évidemment vides, puisqu'on n'utilise plus le système. Mais par contre, tout va bien. Oui, le boîtier... Donc ils ont gardé le boîtier, d'abord pour des raisons de respect de l'aspect général des pièces, mais aussi pour en fait, pouvoir utiliser les poignées qui servent à manipuler les volets qui, eux, ont été remis en état. Donc, du coup, on a une restitution. Et en ce qui concerne le chauffage et le rafraîchissement, il est réalisé par ce qu'on appelle une poutre froide ou chaude, donc au-dessus du plafond perforé que vous voyez ici. Voilà, alors après, il y avait des endroits où il y avait des petits radiateurs un peu plus traditionnels, donc ça a été repris aussi. Alors, je vais faire très vite, parce que là, par contre, on a vu les choses positives. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples sur lesquels il faudrait peut-être faire des efforts et qui, pour moi, sont vraiment des naufrages culturels. Donc, par exemple, la bibliothèque Sainte-Geneviève, donc, que vous connaissez tous, et qui a été donc exposée aussi à l'occasion. Et donc, une installation exceptionnelle à air chaud. Donc là, on voit les bouches d'air, etc., la trace des calorifères à air dans les plans du sous-sol d'époque, les traces archéologiques des espaces qui existent toujours et qui sont un petit peu encombrés par le monsieur qui s'occupe de l'entretien, mais qui s'occupe bien de l'entretien. Et là, on a les objets un peu d'époque, les grilles. Alors, les conduits de fumée sont aussi toujours dans les angles. Alors, on les touche pas parce qu'on ne pourrait pas les sortir de toute manière. Et puis là, en ce qui concerne la salle, vous voyez la finesse des décors et vous voyez donc aujourd'hui comment les décors intègrent l'élément de chauffage d'une subtilité qui me laisse pantoise. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui, j'imagine, on pourrait changer. Bon. Alors, autre endroit où il y aurait des petites choses à faire, donc l'école en plein air de Suresnes. Autre endroit exceptionnel avec un système radiant par le sol et pulsant le long des murs. Voilà, et donc la chaudière, alors vous voyez l'état général des objets, les machins qu'on a rajoutés pour que ça fonctionne. Donc là, il y en a aussi au-dessus. Enfin bon, ça c'est absolument pathétique. Voilà, donc alors que le matériel documentaire est là, grâce aux étudiants de DSA, j'ai pu accéder à tous ces charmants plans. Bon, alors il y a aussi un peu d'espoir vaguement du côté de Clichy, parce qu'effectivement on fait travailler les étudiants, mais bon, est-ce qu'il y aura vraiment aussi des choses de ce côté-là ? Rien de moins sûr. Enfin, donc, j'étais là un peu pour prêcher pour ma paroisse, comme on dit. Et donc, j'ai un peu survolé tout. Mais l'idée était de montrer qu'aujourd'hui, bon, ça fait vraiment partie des études, en tout cas, et que ça a aussi des applications dans les problématiques de remise en état ou de restauration suivant l'importance du bâtiment. Et voilà, et pour finir, je voudrais quand même faire un petit hommage à Claude Schnett, qui nous a quittés il y a 10 ans, presque jour pour jour, et qui a été pour moi, entre autres, un enseignant passionné et passionnant. Voilà, il n'aurait certainement pas rejoint l'association pour toutes sortes de raisons liées à sa personnalité.
Mais je pense que l'approche matérialiste de l'histoire de l'architecture, que nous sommes quelques-uns à développer, ne lui aurait pas déplu. Voilà.